Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live. Et oui, ce soir, nous partons pour le deuxième épisode de l'émission Ça me rappelle une histoire. Ça fait déjà 2 semaines qu'a eu lieu la première édition de ce nouveau concept sur la chaîne. La dernière fois, c'était une émission pilote, un épisode test. Ça a été très cool et vos retours ont été vraiment super sympas, donc je vous en remercie encore. Ça fait donc déjà 2 semaines, je pense que ça sera le rythme de cette émission. Je pense que ça sera toutes les 2 semaines. Comme ça sera ni trop rare ni trop fréquent. Ça me laissera le temps de renourrir mon imaginaire entre guillemets. Et d'éviter de me répéter de trop dans mes histoires. Ouais, je pense que ça gardera sa fraîcheur grâce à ce rythme. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez un avis sur la question, mais je pense que grosso modo, ça sera toutes les 2 semaines le samedi, si ça va pour tout le monde. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, il y aura des timecodes dans la description de la vidéo, comme sur toutes mes vidéos, qui vous permettront d'aller directement aux histoires que je vais raconter ce soir. La dernière fois, on a raconté 2 histoires. Je vous ai raconté l'histoire de l'arbre Moriari et du clan Dolto. Et je vous ai raconté l'histoire de Mard Magan, le nain géant à quatre pattes. Ouais, c'était ça. Donc voilà, il y aura des timecodes qui vous mèneront directement au début d'une histoire. Ce qui va se passer, c'est que dans les 10-15 premières minutes du live, je vais un petit peu parler avec le chat, je vais un petit peu vous réexpliquer ce qu'est le concept avant qu'on ne démarre pour ce qui nous attend ce soir. J'accueille avec plaisir pas mal de gens, ça me fait super plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live Jumpy Nako officiel 28064 qui a follow d'ailleurs la chaîne, donc merci à toi. Moi le vieux, l'écoute aux portes, wow, vous êtes vraiment beaucoup, ça fait plaisir. J'ai réussi à rejoindre le live, avant je n'y arrivais pas. Ah, bah c'est bizarre Nako. Bah, en tout cas je suis content de voir que tu as fait le déplacement de YouTube à Twitch, ça me fait extrêmement plaisir. On prononce le X. D'accord, je dirais Deux alors. Je dirais Deux. Mais du coup, ouais, je suis vraiment super content de revenir avec ce concept. Même si, comme je l'avais dit lors des lives précédents, j'appréhende un petit peu. J'espère être à la hauteur de la première édition en un sens. Visiblement, ça s'était bien passé. Visiblement, moi, je m'étais amusé à le faire. Vous aviez beaucoup participé dans le chat et vous aviez a priori bien en apprécié. Donc, et puis les histoires, je pense, étaient assez satisfaisantes. Elles étaient pas trop mauvaises, on va dire. Donc, ouais, franchement, je regarde un très bon souvenir et j'espère réussir à réitérer. Ce qui va se passer du coup dans le live de ce soir, je vais l'expliquer pour ceux qui ne seraient pas au courant. Grosso modo, quel est le concept de l'émission Ça me rappelle une histoire? C'est tout simple. À partir du moment où je prononcerai la phrase Ça me rappelle une histoire et que je commencerai à vous raconter une histoire, je vous mentirai totalement puisque je serai en train d'inventer une histoire, d'improviser une histoire, alors que je vous la raconterai comme si c'était un de mes souvenirs ou un souvenir ou une histoire qu'on m'avait racontée et que je vous rapportais, etc. Enfin bon bref. Grosso modo, le but pour moi, ça va être de faire semblant que je me souviens de quelque chose et que je vous le raconte. Le but pour vous, ça va être de participer à tout cela, ça va être de participer à l'élaboration de l'histoire en utilisant les points de chaîne que vous trouverez en dessous de votre chat Twitch. Malheureusement, hein, si vous êtes sur YouTube en rediffusion, forcément vous ne pouvez pas participer, ça semble logique. Mais du coup, en dessous du chat Twitch se trouvent les points de chaîne qui sur ma chaîne sont les particules de rêve. Si vous cliquez sur une petite perle bleue que vous voyez là en dessous, normalement avec un nombre à côté qui est votre nombre de points, vous pourrez avoir accès à tout un tas de récompenses. Je vous invite d'ailleurs, ceux qui connaissent déjà le sujet, qui connaissent déjà le concept, je vous invite déjà à réfléchir à une situation initiale pour nos histoires du soir. Comme ça, on gagnera un petit peu de temps tout à l'heure. Ce qui va se passer du coup, c'est que je vais vous demander une situation initiale. À partir de cette situation initiale, je vais démarrer une histoire, je vais commencer à improviser sur cette histoire, sur cette situation initiale.
Et puis je vais broder, je vais vous raconter ce qui se passe dans cette histoire. Et vous, à tout moment, vous pourrez acquérir des récompenses telles que le name dropping qui vous permettra de me donner un nom propre pour un personnage, pour un lieu, pour un objet, etc. etc. Vous pourrez aussi avoir accès aux éléments dramatiques. À ce moment-là, ça va être à vous de choisir si vous voulez me donner un objet, si vous voulez me donner un truc un petit peu conceptuel, si vous voulez me donner un événement, une action. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être une épée, si vous voulez que je mette une épée dans l'histoire. Ça peut être une déforestation, si vous voulez que dans l'histoire il y ait une déforestation. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une romance, si vous voulez qu'il y ait une histoire romantique dans l'histoire. Enfin voilà, ça peut être vraiment ce que bon vous semble en élément dramatique. Après, vous proposez, et c'est à moi d'essayer de réussir à ficeler tout ça ensemble. Et enfin, vous avez la dernière possibilité qui est tu te trompes. À ce moment-là, vous ne me faites pas de proposition, mais simplement vous me dites tu te trompes, et je dois rectifier la dernière partie de l'histoire que je viens de raconter, comme si vous aviez raison en somme, et que je m'étais trompé, et que du coup je me reprenne. Je sais pas si je suis très clair, mais je fais au mieux. Et enfin, après 15 minutes d'histoire, je pense qu'on fera ça. La dernière fois, je pense que c'était à peu près ce qu'on s'était dit et ça marchait plutôt bien. Faut juste que j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le rappeler dans le chat au pire. Mais au bout de 15 minutes d'histoire, je débloquerai une dernière récompense qui s'appelle fin prématurée. Si vous prenez pas cette récompense, je continuerai l'histoire jusqu'à son dénouement, jusqu'à ce que je n'ai plus d'inspiration, jusqu'à ce que j'ai trouvé une fin logique, etc. Si par contre, vous vous ennuyez de l'histoire, vous voulez passer à une histoire suivante, ou simplement vous voulez me mettre en difficulté et que je sois obligé de réussir à finir l'histoire d'une manière un peu abrupte, mais peut-être moins satisfaisante du coup, donc c'est à vos risques et périls aussi, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre la fin prématurée. Voilou, je pense avoir tout récapitulé. Alors attendez, est-ce qu'on peut le faire dès le début? Oui, vous pouvez déjà commencer à payer des récompenses si vous le voulez. Vous le voyez juste ici sur l'écran, vous verrez la liste de toutes vos suggestions s'afficher au fur et à mesure. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois cocher, entre guillemets, quand j'aurai réussi à implémenter votre élément dans l'histoire. Bien sûr, je me réserve le droit, si vos propositions, suggestions me semblent un petit peu trop lesques ou un petit peu limites, je me réserve bien sûr le droit de ne pas les ajouter à l'histoire et de simplement les rejeter. Ça me paraît logique, ça me paraît normal. De la même manière, si ça sort vraiment trop du thème, alors ce soir j'ai pris un thème assez large donc ça devrait le faire, mais si ça venait à sortir un petit peu trop du thème, pareil, je me réserverai le droit de rejeter vos propositions. Ce soir, le thème est la fantasy, comme la dernière fois. Pourquoi la fantasy? Parce que, vu qu'on est sur la deuxième émission, que je suis en train de me roder, on va dire, j'ai préféré prendre un thème relativement simple. Donc voilà. Pour le moment, fantasy, comme ça me laisse beaucoup de liberté, ça me laisse beaucoup de marge. Et c'est pas une contrainte trop contraignante. Voilou. Je vois que vous avez déjà commencé à donner quelques petites choses. Alors Nako, je vois que tu as mis appelle un personnage Nico. Est-ce que tu veux que je l'appelle Nako ou Nico? Je te demande avant qu'on entame, là vous avez de la chance qu'on soit dans l'intro. Pendant que je suis dans l'intro, je peux pas mal vous parler. Après, quand je raconte mon histoire, il y aura un petit peu plus de... Bah, je vous laisserai un peu plus discuter entre vous et moi je me mêlerai un petit peu moins de vos discussions. Alors aussi, je bois un thé, ce que je ne fais jamais en live parce que c'est très chiant à gérer vu que c'est chaud et puis après ça devient froid et ainsi de suite. Si c'est vraiment chiant parce que ça fait des bruits de cuillère ou des bruits de slurp slurp, dites-le moi et je le ferai plus à l'avenir. Je pense que c'était une mauvaise idée déjà là, je le sens. Mais bon, bref. Santé à vous les amis. Je viens de me brûler le gosier, c'est parfait.
Nako, s'il te plaît. Ah voilà, je me disais bien aussi, Nako, que tu avais voulu dire Nako. Mais c'est super, merci beaucoup d'avoir déjà lancé des premières propositions. Merci Deux pour cette première situation initiale qui sera donc la situation initiale de la première histoire de ce soir. Comme la dernière fois, je n'ai pas prévu à l'avance combien d'histoires il y aurait. Ça dépendra de la longueur des histoires, ça dépendra de votre entrain, on va dire. C'est-à-dire que si au bout d'une histoire et demie, je vois que vous commencez à beaucoup moins participer, etc., je vais pas tirer sur la corde et aller très loin sur un live de 5 heures où il y aurait plus personne qui participerait, etc. Ça perdrait complètement de son attrait, ça n'aurait plus grand intérêt. Donc voilà, et de la même manière, si je vois que je commence à avoir un peu plus de difficultés, à peut-être davantage me répéter, ne plus trouver d'idées, etc., etc., j'écourterai peut-être la session. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, ça doit être réglé comme la dernière fois, c'est-à-dire que vous pouvez proposer 3 situations initiales, si je ne dis pas de bêtises pour le moment. Donc on part sur l'idée que ce soir on va faire 2-3 histoires, quelque chose comme ça, je pense. Sachant que la dernière fois j'avais dit qu'on en ferait 3, au final on en avait fait 2. Mais j'avais fait une très longue introduction pour vous expliquer en détail le concept. On va voir, on verra comment ça se goupille. Je pense qu'on va pouvoir se lancer. J'ai pas envie de faire justement des introductions à rallonge comme j'en ai l'habitude. J'ai envie qu'on se lance relativement rapidement dans l'histoire et dans l'exercice. J'espère que vous êtes chaud. À savoir aussi que, au vu des réactions de la dernière fois qui étaient vraiment positives, etc., et de la forte participation, il n'est pas exclu, selon les lives, selon la participation de chacun, que je monte ou que je baisse les prix des récompenses en point de chaîne, de manière à ce que voilà, il y ait toujours un flow constant, on va dire, ou le plus constant possible, de propositions, de suggestions de votre part, et que ça continue à être intéressant, quoi. Voilà, voilou, je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus attendre. Je, je fais un peu durer le plaisir parce que, enfin durer le plaisir, durer l'attente parce que je dois vous avouer que j'appréhende énormément, c'est très bizarre, j'appréhende limite plus cette émission que l'émission passée, puisque l'émission passée, voilà, c'était bien annoncé que c'était un épisode pilote, que je tentais les choses, etc. Maintenant, on a déjà fait l'épisode pilote, et maintenant c'est entre guillemets le vrai premier épisode, donc du coup j'ai envie que ça se passe bien, et c'est terrible. C'est terrible comment ça me stresse. En plus, vu que ça fait 2 semaines, j'ai bien eu le temps de faire monter le stress et la pression en me disant oh, mince, j'ai pas préparé l'émission, alors que la première j'avais un peu préparé, genre je m'étais mis dans un mood, on va dire, et j'avais fait des émissions test en off et tout. Alors que là, ça fait vraiment 2 semaines que je me suis pas prêté à cet exercice d'inventer des histoires. Donc du coup, j'appréhende un petit peu, on va voir, mais bon, ça devrait bien se passer. Euh, De toute manière, c'est quelque chose qui ressemble assez à l'exercice de masteriser un jeu de rôle, à ceci près que bah là, il n'y a rien de préparé, c'est full improvisation. Mais du coup, ça va, c'est un exercice que je connais relativement bien. Sur ce, chers amis, dernière petite chose, encore une fois, je me perds en parole comme d'habitude, mais ça me semblait important de vous le demander. Est-ce que vous pensez que les propositions ici sont affichées suffisamment gros? Est-ce que vous arrivez à bien les lire, à bien les distinguer? J'ai vérifié sur la rediffusion YouTube, j'ai l'impression que c'est lisible, j'ai l'impression que euh, tant qu'on regarde la vidéo dans la meilleure qualité possible, qui est du 720p il me semble, ça pose pas de problème, ça me semble tout à fait lisible. Par contre sur Twitch, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que peut-être j'agrandisse tout ça. J'ai pas beaucoup de marge, hein, comme vous le voyez, on est à la limite, mais il y a peut-être moyen que j'améliore ça un petit peu. Enfin bon bref, c'est du détail, mais ça pourrait être intéressant pour la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, on se met dans le bain, on va se lancer. J'ai putain de peur, c'est terrible. Mais on va se lancer, tout va bien se passer. C'est un peu flou. D'accord, Dux. Alors ça, je me demande si c'est pas parce que la qualité du live est pas suffisante, je sais pas. Est-ce que je fais ça maintenant? C'est ça la question, parce que... Attendez. Ouais, non. Bon.
On va dire que pour, on va dire que pour ce soir, on va rester là-dessus parce que ça me ferait refaire le setup. Mais pour ce soir, on va rester là-dessus. Et si vraiment c'est pas terrible, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur YouTube d'ailleurs. Si vraiment c'est pas terrible, je reverrai ça pour les prochaines fois. On est parti. Du coup, on est d'accord que Nako, je veux appeler un personnage Nako. Et on a la situation initiale de Deux qui est: un homme se réveille dans une cellule et il n'a aucun souvenir. C'est pas mal ça comme situation initiale, j'aime bien. Ça me fait vachement penser à des jeux de rôle que j'ai pu masteriser. On est parti, vous êtes extrêmement nombreux, donc je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez surtout pas à participer. Bonne écoute Nako, bonne écoute Deux, l'écoute aux portes, moi le vieux et Jumpy. Ça me fait vraiment plaisir, vous êtes beaucoup, ça me fait chaud au cœur de voir que cette émission vous botte. Allez, on est parti, je me mets des baffes et je me lance, sinon je vais jamais me lancer. On commence avec la fameuse phrase. Ça me rappelle une histoire d'un homme qui s'appelait Nako, qui s'était réveillé dans une cellule, donc dans une cellule, par cellule j'entends cellule de prison comme on entendrait nous, mais en fait c'était un peu plus particulier que ça, je vais vous l'expliquer juste après. Et la particularité supplémentaire à cette situation, c'est que il ne se rappelait aucunement du pourquoi, du comment il avait atterri dans cette cellule. C'était un jeune homme, ou plus précisément, il était de sexe masculin, mais c'était pas vraiment un homme, c'était plus un homme hybride, pas vraiment une sirène, mais pas vraiment un sirois non plus, mais quelque chose s'en approchant, c'est-à-dire que il avait tout ce qui ressemble de plus à un homme, à part que il faisait à peu près cette taille-ci, donc vraiment la taille d'un petit doigt si vous voulez, qu'il était tout bleu de peau, et qu'il avait des espèces de petites branchies sur le cou comme ça, et des espèces de... Vous voyez un peu la représentation d'Hermès qu'on a avec les ailes sur les côtés des mollets comme ça. Enfin des alvéoles même. On appelle ça comme ça? Non, je sais plus. Des malléoles, voilà. Donc sur le côté des malléoles des pieds. Et ben lui, au lieu d'avoir deux petites ailes, il avait des espèces de nageoires très très transparentes, très flottantes, très légères, un peu comme de la gaze. Et donc voilà, on se retrouve vraisemblablement dans l'eau, vraisemblablement au fond des océans, avec ce personnage de Nako, qui est emprisonné en fait non pas dans une cellule avec des barreaux comme on pourrait avoir nous, mais en fait qui est enfermé dans une bulle. En fait, si vous voulez, il faut imaginer un espèce d'énorme champ de bulles. Vous avez le fond de l'océan composé de plein de petits galets. C'est pas du sable, c'est plus gros que du sable. Vous savez un petit peu les sachets de billes qu'on avait quand on était petit, qui étaient à moitié plats, qui étaient arrondis mais plats. Et du coup voilà, il y a ça au sol, partout, 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 à perte de vue, irisé de bleu, de violet, d'azur, et parfois de petites teintes rouges carmin selon que la lumière du jour parvienne jusqu'au sol ou non. Et donc Nako se réveillait doucement, doucement, dans cette petite bulle, où il avait bien du mal à respirer. Il était à bout de souffle, il était à bout de force, il était complètement dans le gaz, et bien qu'il se réveillait, il ne pouvait pas se relever, il semblait comme plaqué au sol, comme... En fait, ouais, encore une fois, comme je disais, comme à bout de force, comme totalement épuisé, mais même plus que ça, comme s'il était complètement écrasé par une force comment dire, qui le comprimait. Qui le comprimait, ouais. C'est le bon mot. Et donc le voici là, il tourne la tête, rien que pour tourner la tête, il a énormément de mal. Et quand il tourne la tête, il voit ce champ de billes que je vous ai décrit, l'océan à perte de vue, et aussi à perte de vue, sur ce champ de billes, des tas de dômes à l'infini avec, pareillement, dans tous les dômes,
d'autres petits personnages bleus de la taille d'un petit doigt, eux-mêmes comprimés au sol, eux-mêmes allongés, semblant souffrir pour la plupart d'entre eux, semblant être complètement épuisés. Et il se trouve qu'en fait, Nako est dans une sorte de champ de bulles qui sont très légèrement espacés les uns des autres, et champs de bulles qui sont justement dans cet espace séparés par une... comment appeler ça? Une maigre barrière, comme plein de petits cure-dents noirs qui sortaient du sol comme ça. Donc en effet, ça ressemble plus à nos cellules mortelles, si je puis dire. Ça faisait comme plein de petits cure-dents, comme plein de petits grillages, ressemblant à des coraux en quelque sorte. Plein de petits cure-dents marrons comme ça qui sortent du sol. Et donc, voici Nako, au milieu de ce champ de bulles, sans aucune idée d'où il se trouve, parce qu'il est complètement patraque, il est complètement déphasé, mais qui est pris d'une soudaine peur, car, justement, il se rend compte que sa situation est assez dramatique, il se rend compte que la pression monte en lui au fur et à mesure du spectacle qui se montre à ses yeux, au fur et à mesure qu'il voit la souffrance sur les visages alentours, au fur et à mesure qu'il sent la pression dans sa cage thoracique de l'air qu'il n'a pas l'habitude de respirer. Lui, il est habitué à vivre dans l'eau, il est habitué à se mouvoir dans ce liquide aqueux. Alors, d'ailleurs, je dis de l'eau, mais c'est un abus de langage. Il ne me semble pas que sur leur planète, c'était de l'eau. Mais admettons, pour que ce soit plus facile à raconter, qu'ils étaient dans un espèce de grand océan. Et donc voilà, il est de plus en plus pressurisé, si je puis dire, et de plus en plus sous pression. Il sent qu'il perd petit à petit la face, qu'il perd petit à petit le contrôle de son corps. Il commence justement, à force de voir ces cas alarmants autour de lui, à être totalement pris d'une sorte de crise de... En fait, faut vous figurer une sorte de crise d'épilepsie, pratiquement. C'est-à-dire qu'il commence presque à convulser, à avoir les yeux révulsés, et il est pris de tremblements, il n'arrête pas de bouger, il y a des lumières bleues et rouges qui passent au-dessus de lui, et en fait il voit au-dessus de lui passer une série de groupes d'hippocampes alors c'était des hippocampes de comment on appelle ça, mince, des hippocampes armés, mais des hippocampes de guerre en somme. C'est-à-dire que voilà, des hippocampes blindés si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des hippocampes avec une espèce d'armure en un métal précieux qui brille fortement, avec une espèce de gyrophare en somme qui fait de la lumière bleue et rouge comme ça, et qui oppresse encore plus, qui participe encore plus à sa crise de panique du jeune Nako. Et donc ces hippocampes sont montés, eux aussi, de petits bonhommes de la taille d'un petit doigt bleu. Et les hippocampes sont donc là pour ajouter une pression totale sur le jeune Nako. Nako, pris de tremblements, de convulsions, commence soudain à s'élever du sol. Chose qui n'est pas normale du tout. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, tous sont plaqués au sol, tous ont l'habitude de se mouvoir dans ce liquide aqueux qui fait l'océan qui les entoure. Par contre, dans l'air, ils sont totalement dépourvus de moyens, ils ne sont pas faits pour vivre dans l'air, ils ne sont presque pas faits pour marcher. Et lui, pourtant, Nako, commence
à s'envoler petit à petit. Il commence à s'envoler alors que les nageoires qu'il a au pied ne fonctionnent pas comme les ailes d'Hermès, hein, pour le coup. Il n'a absolument aucun attribut, aucune faculté, pas d'ailes, pas de plumes, pas de membrane suffisamment légère pour volter sur un vent. Et pourtant, dans cette bulle, il commence à s'élever doucement, tout droit, allongé comme ça, complètement à l'horizontale. Il s'élève, et au loin, la troupe d'hippocampes blindés tourne la tête directement vers la bulle de Nako. Alors attendez, parce que j'ai eu beaucoup de propositions d'un coup, du coup je les lis toutes. Ok. Et donc il commence à s'envoler comme ça, les hippocampes le repèrent tout de suite. Il commence à lancer un signal. On voit dans l'eau se propager une onde qui agit comme un blast. Toutes les bulles, le champ de bulles, faut imaginer comme si le champ était soufflé, mais que les bulles n'étaient pas fragiles, elles étaient quand même assez tangibles et elles arrivent à se maintenir malgré ce blast d'onde. Mais toutes les bulles sont comme ça rabattues un petit peu sur le sol suite à cette onde, et cette onde commence à vibrer comme une alarme entêtante. Une alarme qui ajoute encore à la pression de Nako et ajoute aussi à la pression de tous les petits êtres bleus dans les bulles, qui commencent tous à convulser de douleur cette fois-ci, à se tenir, à se mettre en boule dans leurs bulles respectives. Et les hippocampes accourent, si je puis dire, à nage, ça se dit pas du tout, mais commencent à nager très rapidement vers la bulle de Nako parce que ils ont vu que quelque chose se passait, ils ont vu que quelque chose d'inhabituel se passait. Nako s'élève encore, de plus en plus, jusqu'à se confronter au plafond de la bulle, à commencer à encore la pousser. La bulle se plaque contre lui et forme comme une sorte de gel, comme une sorte de gel vitrifié qui commence à entourer, à englober son corps complètement. Et finalement, il avance encore contre cette bulle qui pourtant, comme je le disais, était bien tangible, bien matérielle et bien, je vais pas dire dure, mais bien résistante. Et finalement, le corps entier de Nako, au fur et à mesure de son envol, parvient du coup à s'extirper de la bulle, ou plutôt, la bulle semble exploser, et en vérité semble ne faire plus qu'un avec Nako, semble faire une sorte, comment appeler ça, une sorte d'armure, une sorte d'aura autour de Nako, à peine perceptible, voilà, j'allais dire d'un centimètre, mais même pas. Si vous voyez la taille de Nako, ce petit doigt, c'est voilà quelques millimètres, peut-être 1 millimètre autour de lui, qui se recouvre de cette fameuse bulle. Et à peine est-il recouvert de cette bulle entièrement, qu'il retrouve ses esprits, qu'il se relève comme ça à la verticale, qu'il ouvre les yeux. Il n'a toujours pas, bien sûr, de souvenir de pourquoi il est là, de comment il est arrivé ici, mais cette fois-ci, il est en pleine conscience, il est plus du tout dans son côté déphasé, dans son côté un petit peu sommeil. Et il a à peine le temps de tourner la tête et de voir que les hippocampes se dirigent sur lui à toute vitesse, se précipitent. Les hippocampes et leurs dresseurs, voyant que un événement particulier se passe, voyant que Nako va s'échapper, redouble sur l'alarme. Encore plus, les vibrations vibrent dans tout l'océan. On voit les ondes se diriger partout. On voit à nouveau le champ de bulles se coucher partout sur l'horizon.
Et là, ils savent que le temps est grave et qu'il est l'heure de faire quelque chose. L'un des destriers montés sur son hippocampe sort une espèce de longue algue. Une longue algue dont il va commencer à se servir comme presque d'un fouet. Il va commencer comme ça à faire un long rond. Un long rond, ouais. Un long rond. Il va faire une boucle et un peu comme un cow-boy, il va commencer à faire tourner comme ça sa corde d'algue et il la balance en avant. Il la balance en avant, elle fustige comme ça dans l'eau, elle va très très vite, elle traverse des tas de bulles et en traversant toutes les bulles, elle les fait exploser. Et elle arrive jusqu'au niveau de Nako qui, vif comme il ne l'a jamais été, évite l'algue sans grand effort. Malheureusement, il tourne la tête et de l'autre côté déjà une autre algue se précipite sur lui qui celle-ci l'enserre au niveau du mollet. Puis encore une autre au niveau du bras, puis encore une autre à l'autre bras. Et puis petit à petit, très rapidement, autour de Nako se forme un espèce d'énorme bataillon d'hippocampes avec leurs destriers qui petit à petit réussissent à maîtriser Nako. Petit à petit d'ailleurs, ces cordes d'algues commencent à se charger d'une sorte d'électricité qui maîtrise Nako de plus en plus. D'ailleurs, je me trompe parce que ce n'est pas comme ça exactement que ça s'est passé, c'est vrai moi le vieux. En fait, l'électricité, c'est pas juste l'algue qui l'a produite, c'est que, en fait, les renforts des hippocampes sont arrivés. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Les renforts des hippocampes sont arrivés, et les renforts des hippocampes et de leurs destriers, c'était le groupe des anguilles. Et en fait, c'était le groupe des anguilles qui venait se placer naturellement à l'arrière des destriers et de leur hippocampe, un peu comme une charge d'armes. Et en fait, elle venait vraiment se poser comme ça, elle s'entoure autour du destrier, autour de l'hippocampe, puis elle mord de l'algue, et en fait, elle diffuse leur électricité dans l'algue. Donc oui, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, pardon, c'est pas l'arme qui est électrique, c'est les renforts d'anguilles du régiment des anguilles qui est arrivé. Et donc, Nako est maintenu comme ça, vraiment, je peux pas vous le mimer, mais les bras et les jambes écartés, dans une douleur incommensurable, puisqu'il est complètement électrocuté, en somme. Lui qui est déjà complètement perdu, qui ne sait déjà pas ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, pendant qu'il est électrocuté, il a comme des flashs de mémoire qu'il n'arrive pas forcément à remettre en ordre, auquel il n'arrive pas forcément à donner du sens. Mais dans ces flashbacks, dans ces flashs de lumière, il se souvient avoir déjà vécu une situation similaire. Il se souvient avoir déjà vécu une arrestation de la part de ses hippocampes et de leurs destriers. Il se souvient avoir déjà été de la sorte arrêté et que c'est ce qu'il a sans doute mené dans ce champ de bulles, dans cette prison de bulles. Et ça le met dans une sorte de colère inexorable, c'est-à-dire que plus il est électrocuté, plus il est censé être affaibli, et plus ça le booste, plus ça l'enrage, comme une bête enragée. Plus il commence à raidir ses muscles, à résister à la pression, à ne plus souffrir tant que cela. Et là, il entend un bruit sourd. Il lève la tête, et au-dessus de sa tête un hippocampe. Mais un hippocampe pas comme les autres. Là où tous les hippocampes étaient munis de
gyrophares bleu et blanc, comme je le disais, bleu et rouge, pardon, comme je le disais. Là au-dessus de lui se trouve un hippocampe tout à fait différent, qui ne porte pas d'armure, qui ne porte pas de gyrophare, qui ne porte pas non plus de destrier d'ailleurs. Et cet hippocampe, en fait, il le reconnaît. Cet hippocampe lui dit vaguement quelque chose. Il sait qu'il l'a déjà vu, il sait qu'il l'a déjà croisé. Et une nuée d'hippocampes commence à s'ajouter à cet hippocampe. Et ils trompettent tous. Ils ont une sorte, grosso modo, de trompe, enfin de bouche en forme de trompette, en somme. Et ils commencent tous à trompetter, à faire un concert, un boucan d'enfer. Ils commencent à être tellement nombreux qu'ils sont à perte de vue en train de surplomber la scène, de surplomber l'arrestation de Nako. Et les hippocampes qui rejoignent cet hippocampe seul, pour le coup, eux sont montés, mais sont montés d'autres êtres bleus de quelques centimètres, qui eux n'ont pas des lassos algues, qui eux n'ont pas des gyrophares, qui eux n'ont pas un regard de haine dans les yeux, mais qui eux sont coiffés de petites plumes, sont coiffés de petits coquillages, sont coiffés de petits, sont décorés de petits bigorneaux, etc., etc. Et là, l'hippocampe crache quelque chose. L'hippocampe qui le surplombe directement crache quelque chose. Ça descend très très lentement jusqu'à notre ami, parce qu'on est dans un liquide. Ça, voilà, ça met du temps à lutter contre la gravité, si on peut dire. Mais ça va inexorablement vers Nako. Et quand ça arrive au niveau de Nako, Nako ne retrouve pas ses souvenirs, mais c'est presque instinctivement ce qu'il doit faire. Devant lui arrive comme une sorte de petit joyau, une sorte de petite perle de nacre qui tombe comme ça très légèrement devant lui. Et Nako n'a qu'une chose à faire, il le sait, c'est un geste, je sais pas comment appeler ça, un geste chronique, enfin c'est un geste tellement habituel pour lui, tellement ancré en lui, un geste qu'il connaît tellement que ça lui vient naturellement, instinctivement, il le fait sans y penser, sans même se souvenir de ce que ça peut faire. Il se met, il attend que la boule de nacre descende. Quand la boule de nacre est à peu près au niveau de son visage, il fait ça. Il aspire la boule de nacre. Et là, tout son corps se met à rayonner. Tout son corps se met à faire un scintillement de plus en plus fort qui éblouit tout le monde aux alentours. Les hommes sur leurs destriers, enfin les destriers plutôt, sur leur monture, commencent à se cacher le visage. Même les hippocampes et les populations fraîchement arrivées se cachent le visage. Les gens, les prisonniers dans les bulles, se cachent le visage. Et il irradie de plus en plus et de plus en plus. Tout autour de lui, c'est comme si l'eau s'évaporait petit à petit, c'est comme si l'eau bouillonnait, chauffait à des températures inimaginables. Et tant et si bien que, ça va vous paraître inconcevable, mais tant et si bien que, autour de lui se forme
comme une bulle, mais j'appellerais pas ça une bulle, dans le sens où il fait bouillir si fort l'eau que l'eau n'arrive pas à remplir l'espace. Il fait bouillir si fort l'eau qu'autour de lui se crée une zone de non-propagation de l'eau. Je sais pas trop comment appeler ça, c'est difficile à vous décrire, mais il irradie si fort que l'eau ne peut pas remplir le vide qu'il est en train de créer par sa chaleur. Et cette espèce d'armure que la cage bulle lui a faite sur le corps s'étend de plus en plus et justement remplit quant à elle cette espèce de vide. Mais ce n'est pas tout. Car arrivé à ce moment-là, arrivé au moment où la bulle qui l'entourait l'entoure cette fois-ci pas d'une petite couche d'une fine pellicule comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment d'une grosse bulle qui l'entoure. Les algues se détachent, ces espèces de fouets algues se détachent de son corps, complètement brûlé. D'ailleurs, c'est pour vous dire à quel point ça paraît inimaginable et pour vous dire à quel point c'était une force inextinguible sous l'eau, sous ce liquide aqueux. La corde est en train de brûler. Je sais que ça paraît incompréhensible et que ça paraît très compliqué de se le figurer, mais jusqu'aux destriers qui tiennent ces liens se brûlent les mains avec ces algues qui effervescentes disparaissent petit à petit et se délitent. Bonsoir Mirani, bienvenue sur ce live. Et oui, en effet, j'ai pas activé l'option fin prématurée, je vais le faire. Je vais le faire. La fin prématurée est disponible à partir de maintenant. Et donc, voici Nako, au centre de toutes les attentions. Car en fait, Nako était quelqu'un de très important. Nako était l'ambassadeur. Nako était l'ambassadeur des habitants du dessus. D'ailleurs, au-dessus de lui, une forte lueur commence à éblouir tout le monde de nouveau, venant de la surface cette fois-ci, bien au-dessus de tout ce qui est en train d'avoir lieu. Une forte lueur presque encore plus importante, plus impactante, plus intense, qui descend petit à petit. Et les gens se retrouvent nez à nez avec un petit être bleu, avec une longue barbe blanche. Longue barbe blanche qui est plus grande que lui, c'est-à-dire que je vous disais qu'il faisait plus ou moins la taille d'un petit doigt. Faut imaginer une espèce de gigantesque robe de barbe volante. Ça ressemblait presque à une méduse tellement c'était imposant par rapport à son corps, si vous voulez. Et donc descend cet être étrange jusqu'au niveau de Nako. Nako lui fait un geste de déférence, lui fait une petite courbette. Tous les gens qui étaient venus prêter main forte à Nako font de même. Et tous les gens qui sont prisonniers des bulles semblent marqués d'admiration. Par contre, les gardiens de la prison, eux, sont complètement perdus, complètement méfiants. Et ne semblent même pas comprendre ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est pas de la méfiance
c'est pas de la méfiance gratuite en mode ah regardez, y a nos ennemis qui arrivent, on va les dérouiller. C'est vraiment pour eux un événement incompréhensible tout ce qui est en train d'arriver. Et cet être fait de plus de barbe que de corps, fait de plus de barbe que de chair, prend la parole et dit: Nako, mon fils, tu étais l'ambassadeur, et tu as échoué. Nako baisse la tête, il semble complètement dépité, il semble être honteux d'avoir déçu ce qui est son père, et ce qui est aussi le chef, le monarque de la communauté du dessus. Il n'essaie même pas de dialoguer, il n'essaie même pas de répondre. Par contre, la clameur se fait entendre tout autour de lui. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient venus à sa rescousse pour le sauver commencent à crier, à applaudir. Et à dire: Théo, laisse-le! Laisse-le, Théo, il a tout fait pour nous! On entend ce genre de vagues de cris partout à la ronde. Et Théo, car tel était le nom du monarque de l'Empire du Dessus, se voit sourire, se voit en un sens heureux et fier de voir que son fils a su autant galvaniser les troupes, autant comment dire, autant ah mince, je trouve plus le terme, excusez-moi, autant fédérateur, voilà. Mais Théo et Nako n'ont pas le temps de faire de plus amples discussions, de plus amples discours, qu'on entend: Allez les gars, on les emmène tous dans les bulles! Et reprend l'alarme éreintante, les ondes se propageant partout, les gens soufflés par les ondes, les gens de leurs hippocampes commencent à faire des vrilles dans la mer, j'allais dire dans le ciel parce que c'est au-dessus, mais voilà. Et c'est un grand branle-bas de combat, car les gardes de la prison de Bulle, de la prison de Champ de Bulle, se mettent à charger le peuple du dessus. C'était quoi ces bruits? Ah bah c'était les bruits, je les ai fait le mieux possible. Après, je suis pas bruiteur professionnel, hein, mais de ce dont je me rappelle, ça ressemblait à peu près à ça. Et du coup, je vous mène vers la fin de cette histoire, chers amis, car tout ce peuple qui était venu aider Nako décide de s'envoler à nouveau vers les hautes sphères de la mer, de l'océan. Et en fait, tout simplement, ce que je viens de vous raconter, c'était la libération de Nako, et c'était la mission échouée de Nako, qui avait été envoyée par son père, Théo, dans la mer du Bas, pour essayer de nouer contact, pour essayer d'être l'ambassadeur, pour essayer de nouer des liens entre le peuple de la mer supérieure et de la mer inférieure. Parce que, bien que la lumière venait de la surface, c'était pas une surface comme on l'entend chez nous. Faut plus voir ça comme une sorte de mer d'huile. Ouais, je pense que l'image de l'huile, c'est pas mal pour vous expliquer ça. C'est-à-dire que c'est comme si deux liquides, deux corps aqueux ne se mélangeaient pas. Il y avait la mer d'eau, je vais appeler ça de l'eau comme ça, je vous simplifie. Il y avait en somme la mer d'eau et la mer d'huile, si vous voulez. Il y avait la mer du dessous et la mer du dessus.
Théo, le monarque de la mer d'Huile, avait envoyé Nako dans la mer du Dessous pour essayer bah voilà, de nouer des liens, comme je le disais, avec les deux peuples. Deux peuples qui jusqu'alors ne s'étaient jamais rencontrés. Le peuple du Dessous qui a pris peur avait enfermé Nako dans les champs de bulles. Et ayant appris ça, tout le peuple avait essayé de le libérer. Et ce fut un échec, puisque dès lors, Nako et Théo et tout leur peuple remontèrent dans la mer d'Huile, et plus jamais au grand jamais, ne descendirent dans la mer du Dessous. Voili voilou, c'était l'histoire d'un contact et d'une paix infructueuse entre deux peuples. Même si, ouais, en vérité, je suis allé un petit peu vite en besogne, puisque ce n'était pas tout à fait la fin. C'est vrai que Mirani me souligne que je me suis trompé. C'est vrai que c'était pas tout à fait la fin. Attendez, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ce n'était pas tout à fait la fin, puisque, en définitive, le peuple du dessus voulait toujours nouer lien avec le peuple du dessous. Le problème, c'était le peuple du dessous qui n'était pas d'accord. Et le problème aussi, c'est que durant cette bataille, de nombreux membres de la population du dessus ont été enfermés dans les champs de bulles, donc cet état fédéral, entre guillemets. Et donc, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, et ce n'est pas en effet la dernière fois qu'il y a eu contact, puisque bien plus tard, quelques semaines plus tard, il y a eu la grande évasion, et donc la grande guerre de la grande évasion, où le peuple de Théo est revenu dans les mers du dessous. C'est dur de dire, hein, à chaque fois je suis tenté de dire du sud, etc. Enfin bref. Mais du coup, où il est revenu dans les mers du dessous pour libérer tout le peuple qui avait été capturé. Donc voilà, c'est vrai que je m'étais trompé, c'était pas le dernier contact qu'ils aient eu. Mais après ça, d'autant que je sache, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais d'autant que je sache, il n'y a jamais eu plus de contact entre ces deux peuples. Voilou. C'est la fin de l'histoire, chers amis. Phew. Ouais, bon bah, c'est bien ce que je pensais, je ne boirai plus de thé en live. Parce que du coup, soit tantôt il est trop chaud, soit tantôt il est trop froid, c'est trop dur à gérer un thé en même temps qu'un live. Mais du coup, j'espère que cette histoire vous aura plu, chers amis. Je vois que vraisemblablement de Xenako ça vous a bien plu, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'étais d'autant stressé et... Ouais, j'avais peur de pas réussir. Je sais pas, ce soir, je me suis senti peut-être un petit peu moins à l'aise que la dernière fois. Je sais pas. Je vais pas dire que j'avais moins d'idées parce que ça va, mais je me sentais un petit peu moins fluide, on va dire, dans la juxtaposition des idées. Donc voilà, j'ai un peu plus eu de peine que la fois passée. Mais j'espère que ça vous aura plu cette petite histoire. Personnellement, ça a été le cas. Merci Mirani pour ton abonnement de niveau 2. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, cher ami. GG, c'était sympa même en arrivant à rebours. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, tu m'as mis dans une de ces merdes, Mirani. Genre, tu me cales le tu te trompes alors que je suis en train de conclure l'histoire. J'étais là. Quel enfer, qu'est-ce que je vais dire. C'était très dur. Je sais pas si j'ai réussi à traiter toutes vos demandes de la meilleure manière qu'il soit. Mais bah, j'ai fait de mon mieux. En vrai, je pensais qu'on pouvait rajouter un élément précis sur le tu te trompes. Ah, alors, c'est c'est une remarque qu'on m'a déjà fait la dernière fois. Je vais peut-être le rajouter du coup.
Je vais peut-être le rajouter, je sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire, même dans les rediffusions sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que avec la récompense tu te trompes, il faudrait que les gens puissent faire une seconde proposition. Parce que moi, le tu te trompes, en fait, on va dire, je me le rendais plus facile en faisant que je puisse vriller comme je veux dans n'importe quel sens, quoi, et du coup m'arranger un petit peu avec ce truc. Je voulais mettre un truc du genre, dans les spectateurs, il y avait une meuf du dessous qui eut le coup de foudre sur Nako et qu'elle a tout fait pour maintenir un contact. Ah, ça aurait été stylé, Mirani. En vrai, ouais, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Jumpy, on dirait que Mako s'est enfin stabilisé. Ah bah, re-Jumpy, on vient de finir une histoire. Dommage, dommage. Mais ouais, c'est vrai que bah, du coup, je devrais peut-être vous permettre d'inclure un texte avec le tu te trompes. À ce moment-là, si je permets d'inclure un texte avec le tu te trompes, je serais vraiment entre guillemets intransigeant dans le sens où il va falloir que ce soit un tu te trompes qui rentre parfaitement dans ce que j'étais en train de dire et que je sois sûr que vous ayez bien suivi l'histoire et que voilà que ça s'ajuste bien parce que si vous me balancez un tu te trompes qui fait que mon histoire est complètement flinguée et n'a plus aucun sens, ça marche pas forcément quoi. Autant quand vous me donnez des éléments aléatoires avec mais en petite ligne sous réserve de cohérence. Ouais, bah, c'est un peu ça quoi. Autant quand vous me donnez un élément dans élément dramatique, peu importe ce que c'est, bah, je peux le lier à n'importe quel moment. Autant tu te trompes, faut que je revienne dessus quasiment tout de suite. Donc faut que ça ait du sens et que ouais, ça soit cohérent en effet. C'était innovant d'être sous l'eau, succès. Merci les couteaux portes. Oui, j'ai essayé aussi en effet de faire un truc un petit peu. Enfin, de toute manière, c'est un petit peu ma manière de procéder, même quand je fais des jeux de rôle par exemple. J'essaie toujours de faire ce genre de choses, d'ajouter des petits éléments qui font que ça ajoute un sel auquel on s'attendait pas forcément. Donc là, de faire toute l'histoire sous l'eau, je pense qu'en effet, ça m'a un petit peu carry. Euh... Oh là là, ah ça me fait plaisir. Ça me fait méga plaisir parce que je vois que vos retours, là, je scrolle un petit peu dans le chat depuis tout à l'heure. Je vois que vous avez super bien compris l'histoire et tout, par exemple quand l'écoute aux portes a fait le résumé. Je trouve ça trop bien. Ça me fait trop plaisir de voir que vous avez vraiment réussi à suivre et que vous avez réussi à tout assimiler, à tout comprendre, à vous amuser avec ça. Ça fait plaisir. Alors, me reste plus que 150 particules de rêve, ça va être compliqué d'intervenir. Ah ouais, je vais peut-être baisser les prix à terme, je sais pas trop. Si vraiment ça devient problématique, je baisserai les prix. À voir. Deux, ce qui me demande sur quoi je fais mes jeux de rôle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par sur quoi je fais mes jeux de rôle? Quelle plateforme? Quel support? Quel thème? Quel genre? Est-ce que je les invente moi-même? Est-ce que je les fais avec un bouquin de jeu de rôle? N'hésite pas à être plus précis si tu veux que je te réponde. Bah du coup, je vois qu'on arrive à peu près 1 heure de live. Ce que je vous propose, c'est une courte pause le temps que je m'aère le cerveau, parce que là j'étais en full focus pendant une bonne heure. Donc voilà, on va peut-être continuer à discuter un petit peu. Et puis, dès que vous êtes chaud, n'hésitez pas à reproposer une situation initiale. On va peut-être embrayer sur une seconde histoire. Euh, et au final, je vous avais dit qu'on en ferait peut-être 3. Mais déjà la dernière fois, j'ai mis v'là le temps. Je m'en rends compte en fait maintenant. La dernière fois, j'ai déjà fait des histoires très longues de 45 minutes, 1 heure, enfin bon bref. Aujourd'hui, pareil, j'ai fait une histoire de quasi 50 minutes alors que j'ai pas l'impression d'avoir raconté énormément de choses. Donc j'ai l'impression que faire des histoires courtes, c'est pas pour moi. Ce qui fait qu'on va peut-être passer sur seulement 2 histoires la soirée. On va voir, ça dépendra. Quel univers nous dit Dox? Alors en général, je le fais sur des univers que j'ai inventés moi-même. D'ailleurs, j'ai inventé un univers qui s'appelle l'Unirêve, que j'ai inventé avec l'ami Mirani d'ailleurs. Et grosso modo, l'univers de l'Unirêve nous permettait de faire un peu tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un système qui faisait qu'à chaque partie, on pouvait changer drastiquement notre univers. C'était ça qui était bien. On avait trouvé, grosso modo, je vais pas entrer dans le détail, mais grosso modo, ce qui était bien, c'est qu'on avait une sorte d'institution qui faisait que les personnages étaient amenés à chaque fois
à enquêter sur quelque chose en particulier qui allait les amener tantôt dans un univers fantastique, tantôt dans un univers horreur, tantôt dans un univers sur une autre planète avec des aliens, enfin bon, bref. Donc en général, j'aime bien les concepts qui permettent de faire un petit peu tout. J'aime bien toucher à tout, j'aime bien faire un peu de tout. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est encore fantasy, le temps que je me rôde et que je me sente à l'aise à faire ces lives. Mais une fois que je serai bien à l'aise, il n'est pas exclu qu'à partir de la troisième émission, dans 2 semaines, ça soit thème science-fiction, puis par la suite thème fantastique, thème policier, thème gore, j'en sais rien, thème horreur, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et après, ça sera pas forcément des genres, ça sera aussi d'autres choses. Ça pourra être, je sais pas moi, thème pirate par exemple, ça pourrait être tellement de choses en fait. Ça pourrait être vraiment beaucoup de choses. J'avais pensé à des thèmes un petit peu plus conceptuels, mais qui seraient très compliqués à réaliser, je pense. Je vais peut-être pas vous le dire tout de suite, je sais pas. Par exemple, j'avais pensé à thème rime, et je suis obligé de vous raconter une histoire en rime, ou ce genre de choses. Enfin ouais, il peut y avoir beaucoup de choses pour le futur, c'est pour ça, j'aime bien faire des concepts qui me laissent pas mal de latitude. Donc voilà. On doit limiter la complexité de la situation initiale. Alors Mirani, la situation initiale à partir du moment où c'est sujet, verbe, complément, ça me va. Après dans les compléments, tu peux aller aussi loin que tu veux. Y a pas de souci. Et du coup, je ne l'ai pas dit, mais merci pour le follow, Geraxuso. J'espère bien prononcer ton pseudo. En tout cas, merci pour le follow. Perso, moi je commence sur D&D. Alors, Donjons et Dragons, j'y ai très peu joué. J'ai trouvé les règles un peu velues. Mais en fait, c'est parce que... Enfin là, du coup, on parle de jeu de rôle. Ça n'a presque aucun rapport. Non, en vrai, ça a un rapport de ouf. Mais voilà, c'est un peu différent de ce que je fais ce soir. Mais c'est vrai que... Dans ma manière de... En fait, je sais pourquoi je galère ce soir, c'est parce que je galère à trouver mes mots tout simplement. C'est même pas une question d'imagination ou quoi que ce soit, c'est, je sais pas, ce soir j'ai particulièrement du mal à trouver mes mots. Donc du coup c'est un peu compliqué pour ce concept. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était que la manière dont j'appréhendais les jeux de rôle, c'était de manière très libre et en fait j'aime bien créer mes propres jeux de rôle, créer mes propres systèmes de règles qui ne soient pas trop contraignants, pas trop lourds. Il y a plusieurs courants de pensée entre guillemets dans le jeu de rôle. On va dire que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, je trouve ça peut être intéressant, mais personnellement, je ne suis pas beaucoup dans le courant de pensée simulationniste. C'est-à-dire que je préfère ne pas avoir beaucoup de règles, ne pas chercher à faire quelque chose de réaliste à tout prix, etc. Je cherche plutôt à faire, de la narration en fait. À faire de la narration partagée avec les joueurs, bien sûr, mais. Et du coup, merci pour ta situation initiale, Mirani. Waouh! Qui, je vois, est mastoc. Mais c'est pas mal, ça va nous changer. On va voir ce que ça peut donner. Comment tu as fait pour l'impro du super pouvoir, nous dit Nako. Oh bah, je sais même pas l'expliquer, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, je ne sais pas l'expliquer, moi. Ça arrive. C'est un chef en impro, bah merci Mirani. Merci Mirani, mais tu n'es pas mal non plus, cher ami. En gros, Mirani, c'est mon meilleur pote et on a créé un jeu de rôle, donc comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, on masterisait chacun notre tour. Et ouais, ouais. J'ai des supra méga bons souvenirs de jeux de rôle avec Mirani, où on s'est beaucoup marré. D'ailleurs, l'offre tient toujours, Mirani, si un jour tu veux venir me rejoindre sur l'émission pour qu'on fasse une narration d'histoire à deux, ça pourrait être très drôle. C'est un 0, pas un O. Geraxus. Ok. Ok, d'accord. Bon, du coup, ce sera Geraxus. Bah, merci pour le follow, Geraxus. Alors. Ma foi, c'est tentant. Ah, bah, nice. Ça donne envie. Ça donne envie, ça donne envie. Limite, j'hésite. Attends. Est-ce que ça serait possible? Ouais, non, il faudrait que je mette mon casque.
Ce que j'allais dire, limite, on part maintenant. Mais ouais, non, on fera ça une prochaine fois. On va commencer doucement. On va pas griller toutes nos cartouches d'un coup. Parce que ouais, justement, ça serait presque un concept en soi, je trouve, tu vois, ça serait presque un thème en soi, tu vois, de dire, ça me rappelle une histoire, thème, duo, tu vois, et qu'on doit raconter l'histoire ensemble et rebondir l'un sur l'autre, etc. Je trouve que c'est presque un thème en soi, quoi. Du coup, je m'empresse de lire ta situation initiale pour commencer à y réfléchir dans un coin de ma tête et on va se lancer dans 2-3 minutes. Alors, époque médiévale fantastique, une jeune femme est en recherche de sa famille qu'elle a quittée il y a très longtemps à cause de la mésentente qu'elle avait avec cette dernière. La récente découverte de sa contamination par une maladie magique incurable la pousse à essayer de renouer les liens. Waouh, ok, ok. Ouais, c'est tendu. Ok, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, mais de toute manière, c'est l'impro. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai tellement envie de faire cette émission en total impro que quitte à me fail totalement, je préfère ne pas trouver d'idée préalable. C'est-à-dire que là, par exemple, je commence à avoir une idée et je me dis non, faut pas que j'y pense parce que si j'y réfléchis et que je commence à dans mon cerveau construire une histoire vraiment très structurée, etc. J'aurais l'impression d'avoir triché. C'est trop bizarre. Mais par exemple, faut bien vous dire que par exemple, avant de venir à l'émission de ce soir, je me suis pas dit cet après-midi, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Je me suis pas trouvé des éléments où je me suis dit, ah ouais, tiens, ce soir, je vais pouvoir dire ça et dire ça. C'est pas des pièces de puzzle que j'ai déjà préfabriquées dans ma tête et que je vais essayer de d'ajuster avec vos suggestions le soir. Non, c'est absolument full impro au maximum. La seule, bah, pour vous dire, voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, la seule idée que j'avais pour ce soir, c'était que cet après-midi, je m'étais dit, tiens, ça serait cool de faire un truc dans l'eau. C'est la seule idée que je m'étais donnée, et j'ai essayé de ne pas laisser mon esprit vagabonder sur cette idée dans l'après-midi, pour pas commencer à déjà préfabriquer une histoire. Parce que justement, le but, c'est de le faire en live, quitte à ce que bah, je puisse me fail complètement et que ça puisse donner des histoires nulles, que je puisse complètement bloquer, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle, en fait, c'est presque un challenge, quoi. Si je voulais vous raconter des histoires que j'ai écrites, etc., que j'ai bien conçues, bien élaborées, bah je les écrirais et puis voilà, je ferais pas ce genre de live là. À ce moment-là, je vous dirais plutôt de me suivre sur Wattpad et de suivre les textes que je peux publier. Ça serait voilà. Là, c'est un exercice spécifique. Appelle un personnage Planetexus. What? C'est, c'est trop dur. Pour ton thème? Pourquoi pour ton thème? Ok. Du coup, on a déjà deux propositions. Je pense que c'est déjà pas mal du tout. Euh, je pense qu'on va se lancer. Je pense qu'on va se lancer. Je ne sais pas qui est encore là. Je ne sais pas s'il y a encore. Non, pour ta chaîne. Appelle un personnage Planetexus. Pour ta chaîne Planétéo. D'accord, d'accord. En référence à Planétéo, tu veux que j'appelle un personnage Planetexus, si je comprends bien. Euh, Et du coup, on va se lancer, chers amis. Je sais pas qui y reste. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui passent, qui repassent, qui repartent. Mais que globalement, vous êtes plutôt nombreux. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous tous pour cet accueil. Ça fait chaud au cœur. Et du coup, des bisous, Jumpy. Désolé que ta co ne soit pas bonne. Ça m'embête aussi parce que, en plus, je sais que t'aimes bien ce format. C'est vraiment chiant. Mais je te dis à bientôt. Et puis j'espère que pour la prochaine fois, ça fonctionnera. Des bisous, Jumpy. Écoutez, on va repartir. Si vous avez quelques points qui vous restent, n'hésitez pas à faire quelques suggestions ou à attendre que l'histoire commence aussi avant de faire des suggestions, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à participer, c'est ça que je veux dire surtout. On est parti pour la deuxième et certainement dernière histoire de ce soir.
j'active dans 15 minutes à peu près la fin prématurée, donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez l'envie. Et si j'oublie de la réactiver, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Allez, je me concentre, je me focus, je me mets dedans. Masque. Non, faut pas que je fasse comme ça, faut que je parte d'une tête et que j'en aille à une autre. Attendez. On est parti. Je me fais trop rire tout seul, c'est l'épouvantable. C'est l'épouvantable vie que je mène. Bref, on est y part. Je stresse. On est y part. Alors oui, ça me rappelle une histoire, ce que tu me racontes là, Mirani. Je vais vous poser le décor. Bon, Mirani l'a déjà fait dans le chat, mais je vais vous poser le décor pour ceux qui nous écoutent. C'est une histoire qui prend place à une époque médiévale fantastique. Médiévale fantastique. C'est à une époque médiévale où il y a de la magie, hein, grosso modo. Imaginez plus ou moins notre Moyen-Âge, sauf que c'est sur un plan d'existence différent, et c'est dans le plan des êtres magiques. Enfin bon, bref. Je vous apprendrai peut-être un jour de manière précise comment ça fonctionne tout ça, mais en tout cas, croyez-moi, sachez que ça existe. Imaginez notre Moyen-Âge sur le plan sur le plan magique. Et donc une jeune femme cherchait depuis maintes années sa famille qu'elle avait quittée il y a fort longtemps, car ils s'étaient disputés lors de sa tendre jeunesse. Et elle cherchait sa famille sans relâche depuis qu'elle avait été atteinte d'une maladie magique incurable, qui l'avait contaminée après qu'un sorcier du nom de Planetexus lui avait jeté un mauvais sort. Cette maladie inéluctable, cette maladie grandissante, était la suivante. À chaque fois qu'elle commençait à marcher, elle reculait. Je sais que ça vous semble certainement farfelu, ça vous semble certainement totalement absurde, mais à chaque fois qu'elle commençait à marcher, elle reculait. Ce qui était très problématique. Ce qui explique qu'elle a mis des mois et des mois et des mois à retrouver sa famille. D'ailleurs, je vous dis à retrouver sa famille, pour le moment, elle ne l'a pas retrouvée. Elle marche, et faut vous figurer, j'ai pas d'autres mots, hein, mais un moonwalk de Michael Jackson. C'est-à-dire que elle marche, elle avance, mais non. Elle part en arrière, elle part en arrière. Et quand elle marche à reculons, pas de bol, elle marche à reculons. Donc peu importe qu'elle avance ou qu'elle recule, elle recule, de toute manière. Et c'était très problématique pour cette jeune fille du nom de Miralax. C'était un enfer à vivre parce que vous comprenez bien que quand on est né en marchant de manière tout à fait banale, de manière tout à fait usuelle, bah voilà, Miralax, elle a appris à marcher droit devant elle, à avancer. Et en fait, quand tu as cette habitude, quand tu as j'ai presque envie de dire cet instinct ancré en toi si profondément depuis ta tendre jeunesse, et ben en fait c'est très perturbant. Elle a pas mis quelques jours à s'habituer à marcher à reculons, à prévoir dans quelle direction elle allait aller, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si bien que quelques mois après, elle était bien rodée, mais ça lui arrivait encore, par exemple en se levant de table après un repas, de remarcher et de repartir en reculant, et de devoir s'arrêter et consciemment reprendre la décision de partir dans la direction qu'elle avait choisie. Et en fait, c'est quelque chose qui était
très très problématique et qui grandissait. Qui grandissait sous quelle manière? En fait, elle s'était rendue compte, après de longues et longues journées à marcher en arrière, alors elle s'était fait un petit, voilà, elle s'était trouvé des petits principes, hein. Par exemple, elle avait attaché un miroir, à une fine branche qu'elle avait nouée autour de son corset, et du coup, bah, elle avait appelé ça un rétro, parce que ça lui permettait de voir à l'arrière. Donc du coup, elle avait un rétro, et voilà, grâce à ce genre de petites subtilités, grâce à ce genre de petites astuces, elle commençait à se faire à cela. Elle avait aussi une boussole toujours sur elle, en fait, elle avait une boussole, elle avait des cartes, et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prévoyait ses voyages longtemps à l'avance, avec les directions cardinales et son rétro, elle savait qu'il fallait qu'elle marche à telle vitesse pour reculer à telle vitesse, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, elle s'y était plutôt fait à la longue. Et du coup, bonsoir Nako, merci d'être passé, ça m'a fait extrêmement plaisir, à une prochaine fois. Et donc ça, en somme, Miralax, ça la dérangeait bien sûr, c'était toujours agaçant, c'était toujours ennuyeux, mais disons qu'elle s'y faisait plus ou moins. Là où c'était beaucoup plus pernicieux, si je puis dire, c'est qu'en fait, elle repartit en arrière. Mais vraiment. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle avançait, je vous ai dit qu'elle marchait et qu'elle partait en arrière. Non. Ça allait plus loin que ça. C'est le pouvoir de notre cher planète Exus faisait que Miralax revenait en arrière. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Elle rajeunissait. Et plus que rajeunir, elle oubliait, elle défaisait. Elle refaisait sa vie à l'envers. Elle refaisait sa vie à l'envers et... Comment expliquer ça? Wow, je suis bien conscient que c'est peut-être un petit peu fou et que c'est peut-être un petit peu dur à comprendre pour vous. Mais grosso modo, elle savait que ça arriverait à sa fin, puisque ce qu'elle redoutait plus que tout, c'était la fin, c'était la naissance. Ce qu'elle redoutait plus que tout, c'était la non-existence. C'était ce qu'il y avait avant la naissance. Et du coup, après quelques semaines, après quelques mois, elle se rendait compte que non seulement elle se déplaçait en arrière, mais elle revenait en arrière, elle rajeunissait, elle désapprenait certaines choses, si bien que des choses qu'elle savait très bien faire de manière courante, comme lire une carte et ses boussoles, elle n'en a plus été capable au bout d'un certain mois, puisque c'est quelque chose qu'elle avait appris relativement tardivement, et qu'elle l'oubliait. Et vous comprenez donc que petit à petit tout cela devient très problématique, et que elle sent une pression, elle sent que sa route est inéluctable et que petit à petit, elle arrive à son début. Donc voilà, comment s'égoupiller la chose. Et du coup, je vois Deux qui dit, bah si elle revient avant le sort, elle le perd. Bah non, parce qu'en fait, il faut imaginer que le sort, c'est le point de jonction entre les deux vies, malheureusement. Il faut imaginer qu'il y a eu toute sa vie, il y a le sort, et sa vie dans le sens inverse, entre guillemets. J'ai peut-être pas été suffisamment clair. C'est pas qu'elle revit sa vie, hein. On est bien d'accord, elle ne revit pas sa vie. Elle ne revit pas sa vie à l'envers. Elle prend d'autres décisions, elle fait d'autres choses, elle est totalement maître d'elle-même. Mais elle rajeunit, elle oublie les connaissances qu'elle avait prises, elle se déplace en arrière, et elle avance à reculons, elle avance à reculons, non, elle avance droit vers son début. C'est compliqué, hein. Et donc,
Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Et puis, elle a vraiment du mal à retrouver la trace de ses parents, puisque, je vous le répète, elle était en train de chercher sa famille. Ah oui, ça je vous ai pas dit. Mais grosso modo, Planetexus, bon alors, je sais, c'est cliché, mais bah, c'est ce qui est arrivé, donc voilà, je peux pas vous dire autrement les choses. Comme tout bon méchant a révélé comment fonctionnait ce sort avant de l'employer, et du coup Planetexus lui avait lancé ce charme en lui disant, de manière cinglante, avec la foudre et le tonnerre grondant autour de lui: ah, 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 ah. Miralax, tu reviendras à ta naissance, tu reviendras à ton début, sauf si tu bois le sang de ta mère. Ah, 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 tu n'y parviendras jamais. Ça, vous savez, voilà, c'est le gros poncif de tout méchant, hein, fort. Je pense que très souvent, c'est des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes et tellement sûrs d'eux euh, que en fait ils balancent leurs plans, ils balancent les solutions aux problèmes qu'ils créent parce que bah, tout simplement tout simplement mince, j'ai été perturbé pardon par le fait qu'il y ait une nouvelle demande. Parce que tout simplement ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils se disent que personne ne saura de toute manière les déloger. Donc voilà, elle avait cette connaissance, elle remontait dans le temps, elle remontait dans le temps. Et donc, petit à petit, elle cherche à retrouver la trace de sa famille. Et elle se rend petit à petit dans les villages qu'elle a côtoyés plus jeunes. En fait, comme je le dis, ce qui prend du temps, c'est pas forcément de retrouver la trace de sa famille, c'est plutôt de... Ah, c'est difficile de s'exprimer. J'allais dire, c'est pas de retrouver la trace de sa famille, c'est de retrouver la trace de sa famille. C'est-à-dire que ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver les informations. Ce qui est difficile, c'est de vivre sa vie à l'envers et de continuer à essayer d'aller de l'avant. Mais elle y parvient, petit à petit. Ça lui prend quelques mois, quelques années. Elle oublie de plus en plus. Elle en est presque au moment où son langage devient plus sibyllin, où son langage devient plus enfantin. D'ailleurs, elle a diminué de taille de manière drastique. Elle est passée de grosso modo... attendez, parce que je repense à la dernière fois où je l'ai vue. Grosso modo, elle est passée de 1m60 à 1m10 à peu près. Quelque chose comme ça. Et donc, voilà, les gens qui la croisent dans la rue se disent, bon, bah, c'est une jeune fille qui a des facéties, voilà, qui s'amuse comme elle peut avec son rétro, avec ses boussoles et ses cartes qu'elle ne comprend même plus, enfin voilà, qui d'ailleurs, au fur et à mesure du voyage, se sont transformés petit à petit en dessins qu'elle repeignait pour mieux comprendre, enfin qu'elle repeignait, qu'elle redessinait. Euh, donc voilà, les gens la prenaient un petit peu pour une fille perdue, une gamine, somme toute oubliable et somme toute dans son délire, qu'on va bien oublier dans son délire. Et donc, un jour qu'elle est dans une auberge, et qu'elle demande un petit peu des nouveautés, j'allais dire, qu'elle demande un petit peu des informations sur sa famille disparue, la famille Pitarque, Milarax casse son rétro, et en cassant son rétro, parce qu'un vieil ivrogne la bouscule, elle rentre dans quelqu'un derrière elle, et la personne se retourne, et la personne vient se poster de cette manière à côté d'elle. C'est-à-dire que, étrangement,
cette personne se déplace de la même manière que Miralax. Alors la jeune fille, directement, lui dit « Vous avez été ensorcelé par Planetexus ?» Et du coup, cette espèce de montagne, cette espèce de Quasimodo, cette espèce de grand personnage dont le dos finissait 3 têtes plus haut que sa tête, c'est pas très clair, peut-être ce que je dis, mais grosso modo, faut imaginer qu'il était tellement bossu que son dos terminait très haut au-dessus de son crâne, genre comme s'il avait une bosse comme ça jusqu'ici. Et du coup, cette espèce d'énergumène qui avait des traits assez hideux, assez étranges, qui était très défiguré, qui était d'ailleurs partout l'auberge évitée, lui dit « Oui, oui, Planetexus, oui, oui. » Et en fait, la jeune fille est marquée par quelque chose, c'est que il ne se... comment dire, il ne s'exprime pas forcément comme un enfant, pas forcément comme un adulte. Elle n'arrive pas forcément à jauger où il se place entre guillemets. Il s'exprime plus par des grognements et puis des simples oui-non. Et du coup la jeune fille lui dit « Depuis combien de temps êtes-vous ensorcelé ?» Et lui de répondre « 1004, 1004. » Alors là, elle comprend pas bien. Elle se dit, mais 1004 ans, 1400 ans, enfin, de toute manière, plus de 1000, c'est impossible. Elle comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Et l'aubergiste arrive à ce moment-là et pousse l'espèce de bossu avec son balai et lui dit « Je t'ai déjà dit de pas venir ici, espèce d'australopithèque, dégage de là !» Et là, ça fait tilt dans la tête de la jeune fille. Il est revenu plus loin que sa naissance. Mais après sa naissance, il n'y avait pas la non-existence. Il n'y avait pas une sorte de mort. Avant sa naissance, il y avait une autre vie, puis une autre vie, puis une autre vie, et ainsi de suite. C'était comme si on remontait dans sa descendance petit à petit. Mais là, il y avait un problème. Il y avait un problème parce que elle, sa mère, son père, elle n'avait plus contact avec eux, mais voilà, ils étaient en brouille. Mais quand même, il y avait voilà, elle leur voulait pas du mal. Elle voulait peut-être pas qu'ils fassent partie de sa vie, etc. Mais elle leur voulait pas du mal. Et du coup, dès que le bossu est expulsé hors de l'auberge, elle le suit. Alors là, faut imaginer 2 personnes se déplacer en marchant, en moonwalk. C'est du grand n'importe quoi, hein. Les gens autour d'eux les prennent totalement pour des fous, les prennent soit totalement à la moquerie, à la dérision, soit de manière très agressive les envoie bouler. De toute manière, c'est un petit peu, enfin voilà, la moquerie, la raillerie, c'est soit bon enfant, soit aux dépens, soit très agressif, quoi. Et donc, une fois qu'ils sont à 2 dehors, Miralax continue à parler avec ce bossu. Et en fait, ce bossu, alors après des discussions que je ne vous dirai pas ici parce que ça a duré très longtemps, vous comprendrez avec son vocabulaire limité que ça a été très long. Miralax finit par comprendre que le père du bossu
est mort dans ses bras quand il est né. Je sais que je vais très loin, donc je vais peut-être récapituler d'une autre manière pour être sûr que vous compreniez. Le bossu, dans sa vie précédente, a rajeuni et rapetissé jusqu'à redevenir un bambin, et au moment de sa naissance, son père est mort, et lui est devenu son père. Mais lui est devenu son père au moment de la mort de son père. Donc vieux, et il a recommencé à rapetissir et à rajeunir, et ainsi de suite, et à chaque fois jusqu'à la naissance, l'ancêtre précédent meurt, et ainsi de suite. Donc là, la jeune fille sait qu'il y a un danger direct pour sa mère, pour son père, elle sait pas trop comment ça fonctionne exactement. En tout cas, elle sait qu'il y a un danger pour ses ancêtres, parce que si elle arrive jusqu'à sa naissance, elle va prendre la place d'un de ses ancêtres. Elle va tuer l'un de ses ancêtres en quelque sorte. Donc là, double, on va dire double pression, parce que à la fois, elle va peut-être se perdre. C'est ça aussi qu'elle se dit, c'est qu'elle va peut-être se perdre elle-même. Elle va peut-être ne plus être elle une fois qu'elle deviendra son ancêtre. Donc, malgré tout, elle a la peur d'une certaine mort, la mort peut-être de sa personnalité propre, et en plus pèse sur elle la mort de son ancêtre, dont elle serait en quelque sorte le... comment appeler ça? Le meurtrier en quelque sorte. Et du coup, bonsoir Bird Whistle, bienvenue. Bienvenue. J'espère que personne ne va demander de résumé. Ah oui, je sais, les couteaux portes là, cette histoire elle est un petit peu compliquée, un petit peu farfelue. Mais je vous demande de me croire. Hein. C'est de toute manière, enfin voilà. De toute manière, vous vous doutez bien que je vais pas que je vais pas inventer ça. C'est trop perché. Mais ouais, parfois la réalité dépasse la fiction et donc j'essaie de vous décrire le mieux possible ce qui est arrivé à cette jeune Miralax. Et du coup, Miralax continue son enquête pendant encore des mois. Elle devient de plus en plus jeune. Bientôt, elle est à la limite d'être une enfant. Enfin, d'être une enfant. Je disais déjà qu'elle était une enfant, mais d'être une jeune enfant. Et elle arrive enfin à reculons, enfin à la porte de sa chaumière quand elle était jeune, de sa chaumière là où elle est née. Elle toque à la porte s'ouvre, elle tourne la tête et elle voit une jeune femme, j'allais dire une jeune femme avec plein de rides, yeah. Elle voit une jeune femme avec plein de boue sur le visage, les cheveux hirsutes et comme si elle s'était arrachée des touffes. C'est-à-dire que ils sont éparses, il reste plus que quelques touffes de longs cheveux de ci de la roue. Et derrière toute cette misère apparente, elle reconnaît sa mère. Et derrière sa mère, elle reconnaît son père qui, pareil, est dans un état assez lamentable, entouré de nuées de mouches. Une puanteur atroce d'ailleurs s'échappait une fois que la porte était ouverte. Enfin, c'était vraiment immonde. Rien que d'y repenser, ça me donne la nausée. Et donc, c'est assez étonnant, c'est assez triste peut-être. Peut-être du fait qu'elle soit une si jeune enfant, que ce soit complètement irréel. Ses parents ne la reconnaissent absolument pas. Ses parents ne la reconnaissent absolument pas. Pourtant,
j'ai envie de dire, la dernière fois qu'ils ont vu leur fille, c'était presque davantage du temps où elle était enfant que du temps où elle était vieille, auquel cas, enfin plus vieille, auquel cas on aurait mieux compris qu'ils ne la reconnaissent pas. Mais là non, c'était une jeune enfant, c'était certainement la dernière image physique qu'ils avaient de leur fille, qu'ils devraient avoir de leur fille. Mais là, impossible de voir aucune émotion sur leur visage, impossible de voir aucune, comment dire, aucune réaction de choc émotionnel ou quoi que ce soit. Je mets la fin prématurée en ligne, chers amis. Euh, et, euh, et du coup, Miralax est fort dépourvue. Elle commence à leur dire mais papa, maman, c'est moi. Eux sont là, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Dégage de là, gamine. Il la pousse, elle s'écroule dans la boue, elle en a partout. Et en fait, ça ravive un souvenir de jeunesse à Miralax. Ça ravive justement le moment de sa vie qui justement est le plus proche du moment de sa décroissance. Ça lui rappelle le moment où elle est partie de chez ses parents, à coups de pied au cul, plongée dans la boue des cochons. Ce moment où elle a vu la cruauté de ses parents, et où d'elle-même, elle a presque décidé de s'en détacher, c'est-à-dire que les parents l'ont poussée hors de chez eux avec rage, avec dégoût, parce qu'elle avait été insolente. Mais ça, c'était la version des parents à l'époque. Pour Miralax, la vraie version des choses, c'était qu'ils étaient odieux, c'est qu'ils avaient baissé les bras, c'est que ils avaient laissé son frère, Jarix, partir dans les... Comment on appelle ça? Désolé, je trouve plus le mot. Dans les... Pas dans les galères, mais... Non, je trouve plus le mot, du coup c'est terrible. Mais grosso modo, ils avaient laissé son jeune frère se faire enlever par la royauté pour servir en tant qu'esclave au château. Et donc, devant cette démission de parentalité, devant cette démission de responsabilité, devant cet appât du gain en un sens, puisque malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit en partie, ils avaient préféré laisser leur fils pour gagner un peu d'argent que de tenir bon et de garder leur fils. D'ailleurs, quand elle a vu aujourd'hui l'état dans lequel ils étaient, elle se demande vraiment à quoi a servi cet argent et sa rage redouble presque contre sa famille qu'elle avait abandonnée. Et elle qui, à la base, venait de manière tout à fait innocente, venait de manière tout à fait compréhensible, chercher le soutien de sa famille et chercher le remède à la malédiction que lui avait balancé Planetexus. Soudain, elle voit rouge. Elle voit rouge et avec la rage d'un enfant qui ne réfléchit plus aux conséquences, qui réagit tout simplement. Elle toque à nouveau. Attendez, je vais vous le faire trop bien même. La porte ne s'ouvre pas. Elle retoque. La porte s'ouvre. La mère dit « Putain, c'est encore cette gamine !» La gamine se jette en arrière, ce qui plaque au sol sa mère. Une fois au sol sur sa mère, elle la domine de son corps. Elle saisit une pointe de tricot qui traînait au sol.
et elle commence à lui planter dans la poitrine. Et dans une rage frénétique, la plante de nombreuses fois, encore et encore, le sang gicle partout dans la pièce. Le père est totalement désemparé. Il essaie de venir et en fait elle est tellement rageuse que c'est quasi impossible, et au fur et à mesure que le sang gicle sur le corps de cet enfant, elle regagne quelques centimètres, et encore quelques centimètres, et elle devient de plus en plus grande, de plus en plus forte. Et son père n'arrive pas du tout à l'empêcher de prodiguer l'action qu'elle est en train de faire. Il n'arrive pas du tout à la contenir, il n'arrive pas du tout à contenir cette rage si longtemps réprimée. Et au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle gagne de la force, elle arrive même à pousser son père du bras, qui tombe dans la boue et qui assiste au spectacle, totalement impuissant. Et au final, elle se relève, cette fois-ci avec ses bons mètres 60, pleine de sang, partout, partout, partout. Elle ne dit mot. Cette fois-ci, elle se remet droit. Elle se remet droit et elle repart en marchant droit, en marchant vers l'avant, sans reculer. Elle passe la porte et elle s'en va sans dire un mot. Plus tard, elle se promène au village, sur un marché. Et se promenant de ce marché, elle voit un vendeur de miroirs, de breloques, et elle s'amuse de se dire que elle a dû user de son fameux rétro, sa fameuse invention, qu'elle a dû marcher comme ça en arrière, etc. Enfin, elle s'amuse de l'ironie de la situation, elle s'amuse de la folie de tout ce qui vient de se passer, parce que elle est presque prise d'un rire nerveux incontrôlable, où elle se dit presque tout ça pour ça, entre guillemets. La situation la dépasse, elle est en crise de larmes presque, qui s'arrête soudain lorsqu'elle aperçoit son visage dans le miroir, et que ses traits ne sont plus les siens, mais les traits sont ceux de sa mère défunte. Et c'est la fin de l'histoire de la jeune Miralax. Voilà. Je pense qu'on va passer à l'outro de ce live, chers amis. Je pense qu'on va passer à l'outro. J'espère que personne ne va demander de résumer. Ouais, j'avoue que il suffit de tout reprendre à rebours. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'avoue que c'est parti un peu très loin. J'espère que j'ai l'impression que c'était encore plus complexe et encore plus alambiqué que la première histoire ou que les histoires que j'ai pu faire la première fois. J'espère que malgré tout ça, vous avez réussi à suivre et à apprécier. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait vraiment rire en vrai. En vrai, je trouve ça très marrant comme exercice. C'est franchement, moi, il y a plein de fois où je suis complètement piégé en soi, et où je suis en mode mince, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais mais ouais, je sais pas dire à quel point je m'en sors bien ou quoi, mais en tout cas, ça me fait marrer. Et en fait, ce qui est marrant aussi avec cet exercice, c'est que je trouve que même si l'histoire globalement est complètement alambiquée, farfelue, etc., de manière générale, au final, elle a quand même une structure qui a un peu de sens. Et de ci, de là, je trouve qu'il y a plein d'images qui veulent vachement dire quelque chose. Donc je trouve ça hyper intéressant en fait. Limite, je trouve, on pourrait peut-être faire une lecture psychologique de tout ce que je raconte. On pourrait se dire, eh mais c'est trop stylé ce qui est. Ça veut dire que ça, il pense ça et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, genre par exemple. Euh, C'était quoi déjà? Quand j'ai dit, à un moment, j'ai dit une phrase où j'ai dit
que... Ah merde, je me rappelle plus la phrase. Mais grosso modo, ça faisait genre philosophique. Ça faisait genre... si vous vivez dans le passé, bah vous allez pas de l'avant. Enfin bref, il y avait un peu un truc comme ça. Enfin ouais, il y avait plein de trucs hyper intéressants. Je sais pas si c'est moi qui me fais juste ces réflexions, mais pendant tout le truc, j'étais en mode... Putain, c'est marrant, ça donne tel message, entre guillemets, si on veut mettre une moralité ou un message comme dans les fables de La Fontaine, par exemple. Et du coup, je trouve ça super drôle. En fait, je trouve ça super drôle de voir justement ce qui va sortir instinctivement, entre guillemets. Parfois, c'est moins réussi, parfois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais parfois, c'est juste putain de drôle. Et putain d'intéressant. Enfin, je trouve. J'espère que ça vous aura plu, vous aussi, en tout cas. L'écoute aux portes, quel était le... Que était le nom de famille de Miss Miralax qui fait du moonwalk? Déjà, je l'ai perdu en route. Ah Mince. C'était Pikerg, je crois. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'était Miralax Pikerg. Il me semble que c'était ça. J'ai bien aimé la fin. Ah bah merci Geraxus. Et du coup Geraxus qui nous dit: où étais-tu pour assister à tout ça et t'en souvenir maintenant? Bah ça dépend les histoires. Ça dépend les histoires. Soit on me les a racontées, soit j'étais sur les lieux. Ça dépend. Là en l'occurrence, on m'a montré a posteriori. C'est-à-dire que j'ai rencontré Miralax et qu'elle m'a montré les lieux du crime plus ou moins quoi. Mais après, voilà, ça dépend des fois. Des fois, c'est des histoires qu'on m'a racontées, donc j'ai pas du tout été spectateur. Parfois, j'ai moi-même été spectateur. Parfois, j'ai peut-être même été acteur de certaines histoires que je vous raconterai plus tard, je sais pas. Mais ouais, voilà pour te répondre. Pareil, j'aime trop ce délire-là, trop bizarre et trop ambigu, chelou, de complètement sortir des trucs énormes qui n'ont aucun sens et de dire bah ouais, c'est vrai. Je trouve ça très marrant. Je trouve ça grave marrant cet exercice. J'espère que ça vous aura plu. Je ne pense pas repartir pour une troisième histoire parce que malgré tout, je dois bien vous avouer que j'ai l'impression d'avoir un peu de mal malgré tout ce soir. J'ai l'impression d'être beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins fluide que je n'ai pu l'être lors de la première émission. Et de faire des histoires beaucoup plus complexes, alambiquées, voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu les deux histoires qu'on a pu faire ce soir. J'espère que on se retrouvera bientôt pour une troisième émission. Dites-moi si ça vous va, le fameux créneau entre guillemets du samedi 21h toutes les 2 semaines. Moi, je pense que c'est le rythme sur lequel je vais m'embrayer, je pense. Je pense, encore une fois, ce n'est pas certain que la prochaine émission, étant la troisième, j'aimerais bien changer de thème pour pas être trop redondant. Même si la fantasy m'ouvre plein de possibilités, donc c'est assez cool. Donc il est possible... Je vais pas me prononcer, mais il est très possible, pas sûr, mais possible, que le thème de la prochaine émission, ça soit la science-fiction, je pense. Je pense qu'on partira sur la science-fiction. Je parie que Miralax va finir dans une guilde d'assassins. J'avoue, grave. Mais en fait, c'est trop marrant parce que c'est vraiment particulier comme exercice, l'air de rien. Hein. Et je sais plus qui tout à l'heure disait... ah bah oui, Bird Whistle qui disait que ça faisait penser à un jeu de rôle. Mais ouais, vraiment, ça s'en rapproche un petit peu en soi. Mais en fait, c'est ça qui est fort, c'est que... Je retrouve des sensations de jeu de rôle, parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai été souvent joueur, j'ai été souvent maître du jeu. Donc je retrouve des sensations de jeu de rôle, et à la fois c'est très différent. Vu que c'est de l'impro total constamment, c'est vraiment différent. Je sais pas trop décrire en fait ce que je fais, c'est très bizarre. C'est très très bizarre, même de toute manière j'ai du mal à résumer le concept en soi. Mais en fait c'est ça, enfin je sais pas, il se passe quelque chose quand même, je trouve. Ouais, j'aime bien ce concept. Ça fait genre je me lance masse fleur, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que ouais, j'y trouve quelque chose de très spécial dans cette expérience où bah entre guillemets ouais, il y a un challenge, il y a un défi où il faut toujours
Enfin, mon but, entre guillemets, c'est toujours d'essayer de me réinventer et de retrouver quelque chose d'intéressant et de revenir choper votre attention avec quelque chose que vous auriez pas vu venir et ainsi de suite. Merci, on s'est bien amusé, la complexité des histoires nous tient en alerte. Bah merci les couteaux portes, ça fait plaisir. J'espère que la complexité, c'est ça aussi justement, c'est que il y a tout un travail d'équilibre, je trouve. Et c'est pour ça que je pense il y aura certainement, forcément, des histoires qui seront nulles à chier. Je pense qu'il y aura des histoires nazes à chier, je pense qu'il y aura des histoires génialissimes, je pense qu'il y aura des histoires juste passables, parce qu'en fait, ouais, je pense qu'il y aura des très bonnes idées perdues dans une manière de raconter un peu moins bonne peut-être, et puis parfois peut-être des mauvaises idées avec une manière de raconter très efficace. Enfin, en fait, c'est très très aléatoire comme concept, mais j'aime bien. J'aime bien de me dire qu'il y aura certainement plein de ratés, mais qu'il y aura certainement aussi plein de bonnes idées. Et ouais, je trouve ça hyper marrant en fait, l'interaction avec les viewers. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me faire des retours là-dessus, si vous trouvez ça bien ou non. Si vous avez peut-être des idées supplémentaires de... comment on appelle ça? De particules de rêve. Enfin, de récompenses de particules de rêve. Peut-être que ça pourrait vous intéresser d'inventer ce genre de choses. Moi, je pense déjà avoir fait à peu près le tour, mais je suis pas exclu aux suggestions. Je suis pas exclu, ouais. Je suis pas fermé aux suggestions. Je dis pas forcément que je vais les utiliser, mais si vous en avez, pourquoi pas. Mais ouais, je suis assez content de ce format. Je suis assez content de ce format, j'ai hâte de voir la suite. L'écoute aux portes, tu peux jeter un œil au jeu Il était une fois chez Halloween Concept. Il y a beaucoup de similitudes avec ton concept. C'est un jeu de société? Je connais pas du tout. Quoique, j'ai peut-être déjà joué en soi. Attendez. Je sais plus si c'était ça le nom, mais si c'est un jeu de société, j'y ai peut-être déjà joué en fait. Hmm. Hmm. Ouais, si, je crois que j'y ai potentiellement déjà joué. Oui, un jeu de cartes. Ah oui, bah je pense y avoir déjà joué alors. Je vais regarder une image sur internet tout de suite. Mais je pense y avoir déjà joué. Euh, Il était une fois jeu de société. Je pense y avoir joué. Et je trouvais le jeu pas facile du tout d'ailleurs. Ouais, j'y ai déjà joué. J'y ai déjà joué. Hmm. Je trouvais ça pas facile du tout, mais ouais, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu en un sens. Ça y ressemble un petit peu. Bah d'ailleurs, c'est marrant comment les idées sont dans l'air. Euh, Je voulais pas en parler parce que j'avais très peur que des gens me disent que j'avais copié. Sauf que bah non, j'ai pas copié, on a juste eu l'idée à peu près en même temps. Mais je me suis rendu compte que, comme très souvent, il y a des idées dans l'air, comme j'appelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça arrive très très souvent. Moi perso, ça m'est arrivé toute ma life depuis que je fais du YouTube, par exemple. J'ai l'impression que dès que je sors un concept, il y a des gens qui vont sortir un concept quasiment similaire dans les semaines, mois à venir. Et là, en l'occurrence, de manière concomitante, je me suis rendu compte que David Mourier, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un artiste que je surkiffe, qui est très connu sur internet notamment. Je me suis rendu compte que David Mourier a commencé des live Twitch qui s'appellent Twitch Story, et bah c'est à peu près le même concept. Il raconte des histoires à partir de lancers de dés. Donc ouais, ça ressemble quelque part un petit peu. Alors après, on a quand même des manières de fonctionner différentes. Mais c'est marrant de voir que ce genre d'idée, euh, ouais, entre guillemets, vole dans l'air et que plusieurs personnes décident de faire quelque chose de ce goût-là en même temps. Parce que vraiment, genre, j'ai pensé mon concept à fond, à fond, à fond. Et peut-être 1 ou 2 jours avant que je ne lance mon live, donc tout était déjà annoncé, tout était déjà établi dans ma tête et tout. Et peut-être 2, 3 jours, ouais, avant que je lance mon live, je vois qu'il fait un live de ce thème-là, et j'étais en mode, putain, c'est fou que vraiment à quelques jours près, on ait eu la même idée et le même concept à peu près, quoi. Enfin, ça, c'est dingue. Euh, Moi aussi, nous dit Dux. Alors quoi, toi aussi? Quoi, toi aussi, Dux? N'hésite pas à me dire. Sur ce, chers amis, je crois que je vais vous laisser bientôt. On termine cette conversation et puis je vais vous dire bonne nuit.
Ouais, j'aurais peut-être pu faire une troisième histoire, mais je préfère pas... Je préfère pas griller des cartouches, comme je le disais. Je pense que c'est aussi un concept qui fonctionne sur la fraîcheur en un sens. Et du coup, vu que là, ça fait déjà quasi 2 heures qu'on est en live, que j'ai déjà fait 2 histoires qui, en plus, étaient un petit peu compliquées, et que, bah, comme je le disais, j'ai la sensation d'être un petit peu en difficulté ce soir, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir hésité et d'avoir pris beaucoup plus de temps de pause que, enfin, de silence dans mon récit que j'avais pu faire la dernière fois, et d'avoir peut-être eu plus de mal à expliquer ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je préfère pas forcer. On a fait 2 histoires qui me satisfont. On va s'arrêter là. J'ai joué aux jeux de cartes. Ah, cool. De toute façon, les jeux de société et les jeux de rôle, je trouve vraiment que c'est une porte à l'imaginaire incommensurable. C'est génialissime. Je surkiffe tellement ça. De toute manière, les vieux de la vieille le sauront, mais à une époque, je voulais faire des lives de jeux de rôle interactifs. Et en fait, c'était trop dur à mettre en place, et du coup, j'ai gardé ce concept des semaines, des mois, des années de côté. Et en fait, bah, les jeux de rôle interactifs se sont transformés en ce que vous voyez aujourd'hui. Je sais même pas exactement comment l'évolution du truc s'est faite. Mais c'est juste que, en fait, ouais, je rabâchais ça en tête de me dire mince, j'aimerais trop faire les jeux de rôle interactifs, pourquoi j'y arrive pas à trouver un truc, machin. Puis au final, tout s'est goupillé dans ma tête et je me suis dit, bah en fait, c'est trop bien, je prends ce truc-là, je prends le côté interactif, je prends les points de chaîne qui sont un truc récent sur Twitch, et j'essaie de pousser ça à fond et de prendre ce concept de point de chaîne à fond pour avoir une interaction maximum. Et ouais, tout ça c'est plutôt bien goupillé, donc je suis bien content. Je désactive toutes les récompenses de points de chaîne de particules de rêve de la chaîne Planétéo qui concerne le concept ça me rappelle une histoire, pardon. Je vais aussi désactiver la commande explique-moi dans quelques instants. Et bah voilà, le retour de tout cela et de prochaines histoires, ça sera certainement avec le thème science-fiction, et ça sera dans 2 semaines normalement. De toute manière, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Discord pour savoir exactement quand se passe quel live. Sachant que les lives, ça me rappelle une histoire, sont un petit peu des lives bonus entre guillemets. C'est un peu mes primes entre guillemets, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. C'est un peu un concept plus rare, mais plus fort entre guillemets, je l'espère, de ma chaîne. Sinon, à partir de lundi, je vous donnerai le programme de la semaine à venir, qui devrait être une semaine assez habituelle, avec de la lecture, avec du gaming, notamment la présentation de la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves, avec de la découverte de l'univers de League of Legends. D'ailleurs, le dernier live de la semaine, ça sera demain à 15h pendant une petite heure pour découvrir Echo et lire une nouvelle qui lui est dédiée. Et je pense avoir fait le tour. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes très nombreux, donc je ne vais pas tous vous citer, mais merci vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Deux et à Geraxus d'avoir follow, ainsi qu'à Mirani d'avoir pris un tiers 2 sur le subscribe. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou peut-être de nouveaux souvenirs. Bye bye.